Zorbia, la méchante magicienne, s'étant retirée dans un donjon du palais, seule dans son antre, elle faisait d'étranges incantations. Ha ha ha, la terrible sorcière mélangeait des vapeurs et criait victoire. Je vais être reine de Zanjabila, ha ha ha. Ces pauvres créatures m'appartiendront, et le calife ne pourra rien faire, je le tourmenterai à jamais, et je serai celle qui commande à tout jamais, se dit-elle. Ce pauvre Abdelmouktadir sera entre mes griffes à tout jamais, et son âme brûlera parce que je le veux. Ha, ha, ha. Je les hais, personne ne peut m'arrêter, parce que moi, la future reine, a commandement sur l'âme du prince malade. Ha, ha, ha. Je n'ai qu'à masser cette peau pour lui faire du mal. Elle saisit la peau poilue et se mit à la froisser. Loin de là, le pauvre Abdelmouktadir sentait de vives douleurs dans sa poitrine. Qu'Allah me vienne en aide, je ne peux rien contre ce terrible fléau, se dit-il. Cette personne malfaisante a commandement sur les forces du mal. Rien ne lui résiste, reprit-il. Plus loin, Sinbad le marin discutait avec le brave calife. Sinbad, mon ami, quand vas-tu reprendre la mer? Bientôt, ô brave calife, le mal dont est atteint ton fils est bien étrange. Le raisin que je lui ai apporté le guérit temporairement. Il a des brûlures dans son torse, c'est le mal des lueurs. J'en ai entendu parler. Ses yeux sont les raisons de son maléfice. Ô brave El Haris, je t'aime bien et tu le sais. Hazim le sage m'a dit qu'il ne peut travailler ni se reposer. Il lui a été décrit son mal. Des brûlures de nature magique et en plus, il est soumis à une force qui lui commande d'obéir à tout ce qui vient de la part des autres. Et il se peut que ce soit une créature qui l'ait frappé, mais la créature qui a dû lui faire du mal est inhumaine. En plus, elle habite son corps. Il se peut que cela soit deux créatures ou plusieurs. Un dragon, se demanda Sinbad. Une créature fantastique, dragon, sphinx, chimère, se dit le calife El-Haris. Mon fils Abdul-Muqtadir ne peut savoir, Sinbad, dit le calife. Il perd la mémoire souvent, et ne peut se souvenir. S'il se souvient, il est dans une sensation de douleur, dit Sinbad. Les maléfices affectent en rien son comportement avec les gens. Il souffre très souvent de ne pouvoir dire son mal, parce qu'il ne sait pas quelle est la nature de son mal. Il a subi un mal inconnu de lui, reprit le bon calife. Il a absorbé un filtre magique, dit le calife. Mais tout cela n'est que supposition, dit Sinbad. Après quelques jours, Sinbad appela ses marins. Oui, les marins, préparez-vous, mes amis. Nous allons faire un voyage vers les terres du Nord, cria Sinbad du haut de son navire. Il faisait beau cette journée-là. Le ciel était rempli de mouettes. Les marins s'affairaient, les mouettes criaient. Prenez des vivres et des provisions. Il existe une terre vers le nord où serait un passage vers l'enchanteur. Il est décrit dans nos livres de science, lança Sinbad. Les voiles gonflées de vent quittèrent le port de Basra. Les marins chantaient « Hé oh, en tirant sur les cordages. Nous naviguons vers les terres de l'enchanteur. » Le navire tanguait. Azim scrutait les cartes dans la cabine de Sinbad. « Sinbad, mon ami, nous allons traverser la mer mystérieuse peuplée de monstres mages. »« Probablement, dit Sinbad. Regarde notre carte marine, la mer interdite est sur notre route, dit le vieux sage. Les vents sont favorables. Bouchez-vous les oreilles, ô l'équipage, avec du coton et de la cire. Nous allons entrer dans la zone des vents qui chantent, ordonna Sinbad. Harouche pourrait nous emmener très vite, mais il garde Zorbia afin qu'elle ne fasse plus de maléfices, dit Sinbad. Quelle écume, quel embrun, je n'en ai jamais vu autant, dit Sinbad. Un chant se fit entendre dans la mer. C'est Noun,
La baleine géante, dit Azim. Noun, elle nous salue. À la nuit tombée, Sinbad et le sage Azim, humant l'air frais marin, et ils entrèrent dans une nouvelle discussion. La mer est calme, Azim, mais les courants nous entraînent cependant, dit Sinbad. Ramenez les voiles, cria Sinbad à son équipage. Cap Nord, homme de barre, lança Sinbad aux marins. La carène arabe vira en un crissement de bois et de cordage. La baleine Noun a calmé les vents, dit Sinbad. Les éclairs dans le ciel indiquaient l'arrivée de la pluie. Ouais, du navire. Rentrez dans la coque. La pluie arrive, dit Sinbad, le marin, en entrant dans sa cabine. Azim buvait du thé chaud dans une tasse en ivoire. Le vieil érudit s'adressa à lui. Sinbad, ton épée est magique. Oui, brave Azim, je l'ai achetée à Basra. C'est l'épée de Rishtar, un descendant des rois de Tarsis. Est-elle magique demanda le vieux sage. Azim avait une barbe blanche, ses cheveux argentés, longs, et son regard se posa sur l'arme magique. L'épée de Rishtar, dont la poignée était en ivoire ciselé, sertie de rubis, adhérait à la main de ceux qui la détenaient. Elle se transforme en toutes sortes de formes, glaive, sabre, épée droite, selon la volonté de celui qui la possède, dit Sinbad, en la rangeant dans son fourreau. Oh, ouais, du bateau, un navire à bâbord, cria un marin. Une faible lueur laissait entrevoir un bateau au loin dans l'horizon. Sinbad saisit une longue vue. Il croise à notre vitesse, dit Sinbad. Il va nous rejoindre bientôt, reprit celui-ci. Ahmed s'écria. Il hisse un pavillon pour Sinbad. Soudain, un bruit de canon déchira le silence. Ils ont tiré une fois, Sinbad, dit l'homme de vigie. Sortez les canons, ajustez le tir vers le haut. Ce sont probablement des corsaires, mais montrons-leur que nous n'avons pas peur. Une salve, ils comprendront, dit Sinbad. La galère approchait. À son bord, des corsaires riaient aux éclats. Ils ont l'air joyeux. Les pirates dansaient et riaient insoucieux aux grands éclats. Un pirate au regard dur agita un drapeau blanc, changea le pavillon noir à la tête du mât et fit un signe d'accostage. Oui, du bateau, avez-vous du vin, dit le corsaire. Oui, dit Sinbad, prêt à dégainer son sabre magique. Restez sur vos gardes, cria Sinbad à l'équipage. L'oreille percée, se jeta sur une corde et s'élança sur le pont du navire de Sinbad. Salut à toi, cela fait plusieurs mois que nous naviguons. On ne veut pas couler ton navire. Nous cherchons des galions. Mon nom est Berbère Harouche. Ma barbe est rouge comme tu le vois. Cela nous fait plaisir de voir du monde. J'ai coulé 4 galions et volé tout ce qu'il y avait dedans ce mois-ci. Ainsi, tu serais Barbe Rouge, dit Sinbad. Les 2 capitaines s'assirent autour d'une table de bois. As-tu des femmes à ton bord, dit Barbe Rouge. Non, tout mon équipage est constitué d'hommes, répondit Sinbad. Alors ça va, les femmes portent malheur à bord du vaisseau, n'est-ce pas, questionna Barbe Rouge. Cela dépend, dit Sinbad. Veux-tu du rhum, du bon rhum, de la région appelée Caraïbes? Les pirates jetèrent un tonneau de rhum sur le pont. Non, cela ne m'intéresse pas vraiment, dit Sinbad. Les 2 navires voguèrent côte à côte pendant 2 jours, fumant une pipe. Barbe Rouge parlait tranquillement à Sinbad. Cher ami Sinbad, je vais visiter une île pour y cacher un butin, dit celui-ci. C'est l'île des secrets, quelque part sur cette carte, continua Barbe Rouge.
Je vois, dit l'aventurier des 7 mers en scrutant le parchemin de papier ciré. Sargassia, elle est à 6 mois de navigation. Mais avec certains courants et le souffle de la baleine Noun, nous l'atteindrons en quelques jours, expliqua Sinbad. Tu sais cela, mon ami, reprit le pirate. Oui, je sais que certains courants de l'océan peuvent rapprocher les terres en peu de temps, dit Sinbad en ajustant son turban. À présent, je vais rejoindre mon bateau. Mettez une embarcation à la mer, cria Barbe-Rouge. Au revoir, Sinbad, tu n'as qu'à me suivre, dérive derrière mon sillage. Lança Barbe-Rouge. Les 2 marins se suivirent longtemps. Un jour, au lever du soleil, Sargassia apparut à l'horizon verte et retentissante de bruits et cris d'oiseaux de plusieurs espèces. Il faisait frais et une brise marine s'était levée. C'est vraiment calme par ici. Sentez l'odeur parfumée des plantes de cette île agréable, chuchota Sinbad à ses marins. Nos amis jetèrent l'ancre. Ils se retrouvèrent peu après sur une plage de galets. Allons chasser, dit Sinbad, armé de lances et d'arcs. Un groupe constitué d'une vingtaine d'aventuriers entrèrent dans la forêt exotique. Écoutez, dit Barbe-Rouge. Silence et ne bougez plus, ordonna Sinbad aux membres de son équipage. Des tambours, dit Barbe-Rouge. Une tribu, un village en fête, dit Sinbad, en approchant les lieux sans bruit. À leur grande stupeur, des sauvages dansaient devant un énorme serpent coloré. Chut, dit Sinbad. Je n'ai jamais vu un reptile aussi grand, dit Barbe-Rouge. On dirait qu'il le vénère, dit un marin. Non, il est seulement apprivoisé, dit Sinbad. Les sauvages de Sargassia dansaient sans crainte autour du reptile géant. Quelquefois, ils jetaient des fruits et des fleurs. La grotte qui contient notre refuge de trésors est loin de l'autre côté de la forêt, expliqua Barbe-Rouge. Le groupe se retrouva peu après devant la grotte cachée. Barbe-Rouge dégaina un sabre de son côté gauche. L'arme brilla au soleil. Il alluma un tison et entra doucement, écartant les toiles d'araignée. « Suivez-moi. » 2 grosses créatures aux ailes poilues lancèrent des cris. C'étaient des vampires, une variété de chauves-souris. Barbe-Rouge les frappa du plat de son sabre sans les blesser. Une fontaine coulait devant lui dans un rocher. « Ce n'est probablement pas sur cette île que nous trouverons l'enchanteur, dit Sinbad, en dégainant l'épée de Richtar. Non, cette île n'est pas l'île de l'enchanteur, reprit Barbe-Rouge. Tu sais donc où elle se trouve, questionna Sinbad. Oui, au nord, très loin, au nord-est, expliqua le pirate. Je n'ai plus rien à faire ici, dit Sinbad le marin d'un ton franc. Sinbad salua le rude personnage et quitta l'île au coucher du soleil. Les pirates de Barbe-Rouge allumèrent un feu de bois, chassant ce qu'ils pouvaient. Ils tuèrent du gibier et firent des rôtis. Au milieu de la nuit, les pirates se saoulèrent, ils riaient et criaient en entamant des chants bien étranges. Loin d'eux, les sauvages les scrutaient dans la nuit. Ils les regardaient danser. Sinbad, loin de là, naviguait vers le nord, nord-est, à la recherche de l'île de l'Enchanteur. Soudain, quelque chose s'accrocha au navire. Des craquements se firent entendre. Les marins arabes écoutaient en silence très angoissés. L'un d'eux appela Sinbad. « Capitaine, quelque chose s'est accroché au navire. La coque grince, dit Omar. Restez calme, chuchota Sinbad. Des récifs, capitaine. Oh, nous allons couler, dit un vieux marin, appelé Kadour, nerveux. Faites machine arrière, changez les voiles, dit Sinbad. Le fond, mesurez le fond. Combien de coudées, reprit-il. 1000 coudées et quelques 20 brasses, dit un marin, en tirant sur une corde. C'est profond, dit Sinbad. La coque craqua de nouveau. Une pieuvre gigantesque apparut à la poupe du navire. Regardez, cria un marin affolé.
Le monstre appuya de tout son poids sur l'arrière du vaisseau. Il en souleva l'avant. Nos armes sont impuissantes contre une telle créature, cria Abdullah. Sortez les canons et visez le monstre. Vite, cria Sinbad. Visez juste, ordonna-t-il. 4 canons firent feu, puis 4 autres. La pieuvre géante touchée lâcha prise. Le vaisseau retomba de tout son poids. Armée, chargée, feu à volonté, hurla Sinbad. La détonation fit lâcher à nouveau prise aux céphalopodes géants. Les marins avaient perdu l'équilibre, ils roulèrent sur leur gauche. La coque n'est pas atteinte, cria un marin. Il n'y a aucune voie d'eau dans la coque, cria un marin du fond de la cale. Cette créature est invincible. Mais nous avons réussi à la chasser, dit Sinbad. La pieuvre gigantesque à 8 bras disparut dans l'eau glauque. Sinbad le marin implora là le Tout-Puissant. Les marins se mirent à chanter, en balançant des cordages et en tirant sur les voiles pour faire repartir le navire. Quittons ces lieux terrifiants, ordonna Sinbad. Ils changèrent de cap. L'aventurier des 7 mers aperçut l'île qui avait jailli devant lui après quelques heures de navigation. Terre, terre, cria un marin du haut de la vigie. C'est l'île de l'Enchanteur, dit Sinbad au vieux sage Azim. Oui, c'est l'île que nous recherchons, Sinbad, reprit Azim. Non, fit la vigie, c'est une presqu'île, reprit-elle. Très juste, fit Sinbad. Ramenez les cordages et les voiles, lança le capitaine au marin. Il y a un courant favorable, reprit Azim. Mettant des chaloupes à flot, les marins et le capitaine armés de lances et de sabres mirent pied à terre. Un vent parfumé se leva. Cette odeur, c'est de l'encens, dit Sinbad. Très juste, répliqua un marin. Cette terre mystérieuse est peut-être dangereuse. Soyez sur vos gardes, dit Sinbad. Nos amis marchèrent pendant une demi-journée. À la tombée de la nuit, ils allumèrent un feu de bois. Les grillons se mirent à chanter. Sinbad regardait crépiter le feu. Il pensait. La quiétude régnait sur cette étrange terre. L'odeur d'encens et de myrrhe flotta à nouveau dans le vent. Sinbad s'endormit. Au petit matin, nos amis reprirent leur chemin, après une journée de marche dans un paysage verdoyant. Couvert de fleurs, apparut une demeure surélevée. Sinbad décida de la visiter, accompagné d'un archer et d'un sabreur. Il arriva devant une porte de bois de grande taille. « Oh là, ouvrez, je recherche l'enchanteur. Est-ce ici ?» La porte s'ouvrit, elle craqua. « Entrez, fit une voix. Un homme âgé apparut. « L'enchanteur est mort il y a bien longtemps. Je suis son fils. Mon nom est Sinbad et je viens en paix, dit Sinbad. Je sais, fit l'étrange personnage. Je sais aussi que tu viens pour un remède contre les méfaits de Zorbia, la magicienne, reprit l'homme âgé. Nous autres érudits savons des choses que beaucoup ne peuvent comprendre. Asseyez-vous, voulez-vous? Un breuvage, dit l'enchanteur. Il leur tendit le maléfice. Chapitre. Les hommes restèrent un instant sans prononcer de parole. Sinbad le marin se mit à expliquer le mal terrifiant dont était frappé le prince Abdul-Muqtadir. Zorbia la malfaisante détient l'âme du prince malade dans une matière pareille à une peau de chèvre. Elle amasse, la froisse et dit des incantations. Le prince souffre, je sais. Son remède est peut-être l'amour d'une personne. L'amour guérit, au Sinbad. Il trouvera remède à ces maux, dit l'enchanteur. Je n'y avais pas pensé, affirma Sinbad, le marin.
Il doit trouver l'âme sœur et devenir actif et prier Allah le Tout-Puissant, dit l'enchanteur. Et cette substance, enchanteur, cette substance, elle existe pourtant. Oui, Sinbad, cette étrange magie est réelle, mais nous ne pouvons conjurer le sort seuls. Il nous faut l'aide de l'état psychique du prince de Zanjabila. Il doit se sentir heureux et libre, c'est après que nous agirons pour lui défaire l'étrange tunique empoisonnée que lui fait porter Zorbia, la maléfique, expliqua l'enchanteur. À l'aube, très tôt, ils prirent le chemin du retour. Sinbad prit la mer. La carène filait vers les terres du sud. Un vent favorable s'était levé. Les marins arabes chantaient. La nuit vint. Un calme inquiétant s'installa là où nos amis avaient combattu la pieuvre géante. Le vieux sage Azim disait des prières. Un marin était occupé à ramener une corde. Une tentacule géante le saisit à la taille. Il poussa un cri effroyable. Sinbad, armé d'une lance, accourut avec 2 autres marins. « Voyez du navire, la pieuvre géante est là. Allumez vos torches et préparez-vous à la repousser, hurla Sinbad. Le marin fut soulevé vers le haut et se débattit désespérément. Le bec énorme s'ouvrit pour le dévorer, mais le monstre marin le jeta à la mer comme un vulgaire sac d'éponge. « Ramenez les canons !» cria Sinbad. Une bande de solides gaillards. Les marins arabes sortirent les canons, les chargèrent de poudre et de petits projectiles métalliques. Le céphalopode géant se hissa sur le bord du navire qui se pencha sous son poids. L'équipage perdit l'équilibre. « Elle va nous couler !» hurla Abdalatif en s'accrochant à des tonneaux. Soudain, sous les yeux horrifiés des matelots, un second monstre, tout aussi grand que le premier, laissa passer ses tentacules à bord. « Grimpez sur les mâts !» hurla le capitaine. Sinbad visa l'œil sans vie de la pieuvre géante et lança un harpon de toutes ses forces. Le harpon ricocha. « Feu à volonté !» cria Sinbad. 3 coups de canon brisèrent le silence monotone. Un octopode touché répandit un jet d'encre abondant qui salit le pont. Puis, déchaîné, déplaçant son bras tentaculaire, frappa 2 marins qui, assommés sous le poids, roulèrent inanimés à plusieurs mètres à l'arrière du vaisseau, sous les yeux angoissés du capitaine. Une pieuvre laissa apparaître son redoutable bec crochu. En de violents mouvements, elle entama sérieusement le poids du navire. Azim attachait une corde dans un grand tonneau, laissa échapper. « Je n'ai jamais vu pareille créature !» et il s'évanouit d'effroi. « Feu sur la bête !» grogna Sinbad. Un canon détonna. Son boulet atteint le mollusque. Doué d'une force prodigieuse, celui-ci souleva l'arrière du navire. Nos amis roulèrent et se retrouvèrent à sa portée. Un jet d'encre chaud aspergea des membres de l'équipage. L'une des pieuvres saisit un marin. Sinbad cria. « Restez calme, ne bougez plus. » Le navire revint à la position normale. « Courez vite vers les canons. Il faut faire feu sans tarder, » cria le capitaine Sinbad. Une bande de solides gaillards se ruèrent vers les canons. Ils les postèrent vers la créature marine et ouvrirent le feu. 2 explosions de poudre, mais une 3e lâcha un boulet qui heurta le monstre avec une telle violence que celui-ci quitta le navire en entraînant avec lui 2 marins dans les flots. « Béni Hicham et Abdelkébir !» hurla un marin. « Elle les emporte, » dit un autre. « Non, je les vois nager. » Ils s'agrippent à des tonneaux, cria Adil. « Jetez-leur des cordes et ramenez-les au plus vite. Ils risquent de se faire dévorer, » hurla Sinbad. Des cordages, des bras puissants et rythmés. Nos amis furent sauvés. Ils s'assirent transis de peur et de froid. Par Allah, le Tout-Puissant, nous avons failli y passer. Les monstres blessés disparurent dans les profondeurs opaques et l'écume de l'océan. Sinbad donna l'ordre de nettoyer le pont. « Restez sur vos gardes, ils peuvent revenir, dit celui-ci.
Le navire, après avoir réparé les débris de bois et de voiles déchirés, continua sa route. Sinbad, dans l'alerte sur le pont, donna l'ordre à ses marins. « Oui, sur le mât, si vous apercevez le moindre bouillonnement d'eau, faites tinter la grosse cloche. » Le gouvernail du navire, laissant un sillage d'écume blanchâtre derrière lui, continua son voyage dans la nuit. Les deux monstres marins, à 8 bras, ne se manifestèrent plus. Sinbad s'endormit, fatigué. Au bout d'1 heure, un marin vint frapper à la porte de sa cabine. « Capitaine, le sage Azim veut vous voir absolument. »« Bien, dis-lui que j'arrive, » lança Sinbad irrité de ne pouvoir se reposer. Après avoir revêtu des vêtements propres et chauds, Sinbad rejoignit le vieux sage plongé dans la lecture. Sinbad entra dans sa cabine. « Brave Azim, me voici, dit-il. Sinbad, Harouch le génie va se manifester bientôt. »« Harouch, mais il est à Basra et surveille Zorbia. »« Non, il arrive vers nous à la vitesse des vents puissants. Je le sens dans mon esprit, il sera là bientôt, dit le vieil érudit en sciences religieuses. » Puis le sage et brave homme se mit à trembler. « Harouch arrive, le génie arrive, » Sinbad reprit le vieux sage. Soudain, le vent se leva. Le génie apparut devant Sinbad. Il resplendissait de joyaux et de bijoux rares. « Me voici, Sinbad, j'ai endormi Zorbia. Elle ne peut nuire, dit le génie. »« À présent, génie, emmène-nous vers Bassora. »« Le peux-tu, dit Sinbad. C'est en mon pouvoir. J'ai existé avant le roi Solayman, maître de tous les génies. Je ne subis pas ses commandements, dit Harouch. Soudain, le bateau, emporté par une puissance de vent extraordinaire, s'éleva dans les airs. « Attachez-vous au cordage et priez, » ordonna Sinbad à ses marins. La carène, dont les voiles furent ramenées, s'éleva doucement vers le ciel. Sinbad s'attacha à l'avant du navire pour admirer les paysages. Le vent devint si puissant que les marins n'en croyaient pas leurs yeux. La coque du navire chauffa sous la vitesse et la force des vents. « Nous allons brûler, » hurla un marin. « Non, dit un autre, la pluie, elle s'est mise à tomber, dit Sinbad, jovial. Elle éteint le frottement, expliqua un autre. Du haut du ciel, Sinbad admire le paysage des cités, des villes défiler sous ses yeux. Le génie au regard étincelant dit « Sinbad, je vais vous quitter. » Et il lâcha le navire qui se mit à chuter. « Non » cria Sinbad. « Ha 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 » ria le génie, et il le rattrapa. Les marins hurlèrent « Oh !» Sinbad ria de bon cœur. Le navire se stabilisa dans le ciel sous les bras du génie. Une nuée de bruine et d'ombrun enveloppa nos amis. Azim, attaché à son lit, était épuisé. Non loin de la ville de Basra, le navire diminua sa vitesse et tel un oiseau de mer se posa dans les eaux à proximité de la ville, sous la force de la traînée. Sinbad fut arrosé d'eau. Il ne lâcha pas prise de l'avant du navire. Le bateau flottait tranquillement sur l'eau. Des fumées se dégageaient de ses flancs. « Hurrah !» crièrent les marins. « Nous sommes rentrés chez nous. » C'est le jour qui se levait. Des navires marchands venaient à leur rencontre, escortés par des navires de guerre.